elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Sarah Zouak. L'image est importante quand on parle des femmes musulmanes, puisque comme les gens parlent tout le temps à notre place, je me disais j'avais envie qu'ils voient en fait les femmes que je vois, en fait, qu'elles parlent elles-mêmes. C'était la fin du mois d'août, la reprise après les vacances. Il faisait chaud à Paris. Et sur les réseaux sociaux, la haine se déchaînait contre l'ALAB. L'ALAB est une association féministe et antiraciste dont l'objet est de faire entendre les récits des femmes musulmanes. Sarah Zouak est l'une de ses cofondatrices. Je ne souhaite pas revenir ici sur les circonstances de la campagne de harcèlement qui se déchaînait alors contre elle. Il y était question de service civique, de printemps républicain, d'agitateurs d'extrême droite, du mot laïcité, brandi en étendard par quelques obsédés du voile musulman. Je vous invite à aller chercher sur Google, vous retrouverez les détails de l'affaire. Attention quand même à vos sources, on lit n'importe quoi au sujet de l'ALAB sur Internet. Je ne sais pas si vous, chères poudreuses et poudreux, mesurez bien ce que peut être une campagne de cyberharcèlement menée par l'extrême droite. Ce sont des menaces de mort, des appels au viol, la diffusion d'informations privées. C'est la propagation de rumeurs, de fausses informations, de mots qui salissent durablement. En cette fin du mois d'août, Sarah était dévastée. Elle a même voulu la veille annuler l'interview prévue de longue date. J'ai insisté. Parce que la meilleure façon de lutter contre les fantasmes distillés sur l'ALAB, c'est d'écouter Sarah raconter son parcours. Celui d'une jeune femme brillante qui voulait changer le monde. Celui d'une femme musulmane qu'on discrimine en raison de sa religion. Je pense qu'il est temps pour la France d'écouter ce récit, le sien et celui d'autres qui n'ont pas forcément les mêmes armes que Sarah pour l'exprimer. Je pense qu'il est temps qu'on tende l'oreille vers ces voix-là, plutôt que vers celles qui s'obstinent à vouloir attiser les haines. Merci à Sarah d'être venue parler quand même, et merci à vous qui vous apprêtez à l'écouter. Avec Sarah Zouak, on a parlé d'école de commerce, d'Iran et de Manuel Valls. Sarah Zouak, vous êtes entrepreneuse sociale, réalisatrice de documentaires et militante féministe. Vous venez de fêter vos 28 ans. Et vous avez un rêve, celui que chaque femme puisse marcher dans la rue la tête haute, sans crainte d'être jugée, discriminée ou violentée en raison de son genre, de son physique, de son orientation sexuelle, de son origine ou de son appartenance religieuse. C'est une phrase que j'ai tirée du site de votre association l'ALAB. Vous l'avez fondée il y a un peu plus d'1 an, et voilà un peu plus d'1 an que vous êtes victime avec les bénévoles de l'association de campagnes de harcèlement incessantes. Vous êtes musulmane, Sarah Zouak, et je le précise car votre association s'est donnée pour objectif de permettre aux femmes musulmanes de se réapproprier leurs récits, de ne plus se laisser raconter par les autres. Voilà qui fâche une certaine sphère, voilà qui trouble aussi peut-être sincèrement certaines et certains qui ne considèrent pas religion et féminisme comme des valeurs compatibles. Nous allons avoir amplement l'occasion d'y revenir. Il y a encore eu des épisodes très violents ces dernières semaines. Vous avez été très secouée, je le sais. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est comment ça va, Sarah ? Ça va. Ça n'a pas été facile ces derniers jours. Mais on est bien entourés et du coup, ça va aller. Bon, qu'est-ce qui vous fait tenir quand vous êtes face à des flots de violence comme ce que vous êtes pris ces derniers temps ? Notre équipe, on a une équipe en or chez l'ALAB. Vraiment, quand on parle de sororité, c'est pas un vain mot, c'est vraiment fort. Ma famille, mes proches, voilà, les gens qui sont autour de moi et qui vraiment me soutiennent, qui savent exactement pourquoi je fais ça et que voilà, mes intentions sont à chaque fois bonnes. Et du coup, c'est un vrai bonheur de pouvoir compter sur des gens autour de moi
juste incroyable. Vous avez grandi à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. C'était comment de grandir là-bas ? C'était top, c'était vraiment chouette. J'ai eu la chance d'avoir une enfance des plus merveilleuses, une enfance super heureuse. Et voilà, cette ville est juste incroyable avec plein de gens chouettes. Donc voilà, je garde vraiment une enfance et une adolescence un peu plus difficile pour le coup, mais voilà, j'en garde de très beaux souvenirs. Les premiers mots de votre documentaire, le Woman Sense Tour, sont les suivants. Moi, c'est Sarah, je suis française et marocaine et ne me demandez pas de choisir entre les deux. L'islam, pour moi, a toujours été synonyme de paix et de tolérance et grâce à mes parents, j'ai appris à vivre sereinement mes différentes identités. Qu'est-ce qu'ils ont fait, vos parents, pour que vous soyez si sereine ? C'est des personnes juste extraordinaires, c'est des personnes extrêmement généreuses qui nous ont vraiment éduqués, mes sœurs et moi, donc on est 3 filles, dans énormément d'amour, de bienveillance et vraiment toujours dans beaucoup de pédagogie. Donc quand on parlait de religion, vraiment tout le temps, mes parents nous expliquaient la vie du prophète, la vie, toute l'histoire de l'islam. C'était toujours de façon très pédagogique. Ça a jamais été, on nous a jamais imposé quoi que ce soit. Ça a toujours été un bel apprentissage. J'ai eu des modèles qui sont aussi tout l'inverse que ce que les gens disaient en fait de nous en tant que musulmans en France. J'ai une mère qui s'est jamais qualifiée comme féministe, elle dit jamais ce mot, mais pour moi qui est la première féministe dans ma vie, c'est une femme que moi j'ai toujours vue travailler, qui s'est sacrifiée pour ses enfants, qui nous a toujours dit d'être des femmes fortes, de jamais compter sur les hommes, de compter sur nous-mêmes avant tout et sur notre famille. Donc ça a été, j'avais un modèle de femme tellement une warrior pour moi, ma mère, et le tout avec elle est tellement douce, tellement gentille et tellement généreuse, donc j'avais vraiment un modèle incroyable. Et mon père, c'est aussi un homme vraiment incroyable. J'ai pas d'autres mots, mais j'ai vraiment beaucoup de chance avec mes parents. Et en plus, qui lui, pour le coup, il finissait beaucoup plus tôt le travail que ma mère. Donc en fait, c'était lui qui s'occupait dans la semaine de nous faire à manger. Donc moi, je voyais tout le temps mon père à la cuisine, faire des super petits plats tout le temps. J'avais un père qui a toujours été là pour nous dans toute notre scolarité, qui faisait toutes les réunions parents-prof, en primaire, c'était peut-être un peu cliché, mais c'était lui, à la fin de l'année, qui tenait le stand de thé à la menthe. Ah, mais ça compte, ce genre de choses. Du coup, tout le monde ça me marque. disait, ton papa, c'est monsieur thé à la menthe. Du coup, il a fait ça vraiment pour ma grande sœur, parce qu'il y a ma petite sœur, donc pendant, je pense, 15 ans, il a fait ça en primaire, et du coup, toute la ville le connaît pour ça. Il a toujours été super présent. Et du coup, et puis même en tant que couple, j'avais en face de moi des parents qui s'aiment. Ça fait plus de 35 ans qu'ils sont ensemble. J'avais vraiment un modèle juste incroyable. Et ils nous ont appris à vivre sereinement nos identités parce que aussi bien en France, ils nous faisaient comprendre qu'on était française, qu'on était marocaine, qu'on devait être fiers de tout ça, qu'on n'avait pas à s'en cacher. On allait tous les étés au Maroc, tous les étés ils nous emmenaient au Maroc, on y allait seuls dans un premier temps et ensuite ils nous rejoignaient. Et du coup on a pu expérimenter aussi plein de choses dans notre pays, en savoir un peu plus aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Donc ça s'est fait sereinement, ça s'est fait avec beaucoup d'amour et de bienveillance et c'est en ça que je peux que être sereine. Toute ma vie, on m'a fait croire que j'étais une exception parce que j'étais une musulmane émancipée. Cette phrase, vous l'avez prononcée à plusieurs reprises et j'aimerais savoir si c'est quelque chose que vous portiez déjà en vous au moment de l'adolescence. Je pense que je l'ai toujours porté. Après, je l'ai conscientisé que bien plus tard, je pense. En fait, j'ai réalisé, mais plus tard, que j'étais tout le temps en train d'essayer de montrer un modèle de moi parfait, parce que je me disais que si je n'étais pas, on allait reprocher en gros ma foi ou mes origines. Et parce que c'était ce que j'entendais en fait, c'est-à-dire que
voilà, une personne, je sais rien, un mec qui va voler dans la rue quelque chose, enfin si c'est un arabe, c'est tout de suite dû au fait que c'est parce qu'il est arabe. Et du coup, moi, j'ai été vraiment pendant super longtemps un cliché peut-être de moi-même où j'étais vraiment la première de la classe, j'étais une fille super douce, super gentille, mais en même temps il fallait que je sois super rigolote parce qu'il fallait pas non plus que je sois trop coincée, sinon on allait dire que c'est parce que je suis musulmane que je suis coincée. Et donc ouais, je sais que j'étais un petit peu, c'est pas que je m'assimilais, mais j'avais intériorisé le fait que ma foi, ça allait être un gros problème. Moi, je l'ai senti, j'avais 10 ans quand il y avait le 11 septembre, 10-12 ans. Et ça a été, en fait, j'étais tout le temps dans la justification, tout le temps en train d'expliquer aux gens, non mais en fait, on n'est pas tous comme ça. Et en fait, c'était super fatigant, mais je croyais que c'était mon rôle, quoi. Je me disais, il faut que je prouve aux gens. Je voyais que mes parents, ils faisaient la même chose, mais j'entendais tout le temps ces remarques. C'est-à-dire, je me rappelle de ma voisine dire à mon père, oh là là, vous êtes vraiment des Arabes gentils, hein. Et vous faites pas de bruit, vos enfants font pas de bruit. Et du coup, j'ai toujours grandi avec ce genre de truc où je me disais, je crois que c'est un compliment ce qu'elle était en train de dire. Et après, je me disais, je crois que c'est pas vraiment un compliment en fait. Ouais. Il y a un souci dans la phrase. Et du coup, on a toujours, je crois qu'on a intériorisé, mais sans que jamais que mes parents nous le disent, ce truc de, on doit être sage, on doit sourire un peu plus, on doit être super intelligente en classe, parce que sinon, en gros, on va nous le reprocher. Et ça, en fait, quand tu grandis et que tu réalises ça, en fait, c'est vachement violent, quoi, de se dire qu'en fait, t'as construit toute ta personnalité sur le fait de devoir plaire aux gens pour ne pas qu'ils t'insultent ou qu'ils te méprisent du fait de simplement ce que t'es, quoi. Et puis après, c'est aussi les remarques qu'on se prend en grandissant. Enfin, moi, au final, dans tous les milieux dans lesquels j'étais vraiment vue comme une exception. Et j'étais souvent dans des milieux un peu, pas élitistes, mais voilà, en prépa, on devait être 3 Arabes. Les gens posaient toujours ma prof, quand on parlait d'islam, c'était tout le temps... j'avais tellement d'injonctions à répondre à tout, je devais tout savoir, être calée sur tout. En école de commerce, je me rappellerai toujours de cette camarade de classe que j'appréciais, on parlait du fait qu'il venait d'avoir les élections, je sais plus, municipales, et que le FN avait eu un score énorme. Donc je lui avais dit, non mais c'est fou, non mais là ça va trop loin. Et qu'elle me dit, mais non c'est bien, il faut qu'ils comprennent les Arabes et les Noirs qu'on en a marre. Et du coup, je la regarde en mode, meuf, t'es sérieuse, je suis pas autrichienne, genre, me dis pas ça comme ça. Et elle me dit, mais non, mais toi ça n'a rien à voir, t'es une exception, t'as fait des études. Et j'étais là, je crois qu'on est 3 musulmans en France à avoir fait des études. Et j'en fais partie, j'ai une chance énorme. Et en fait, c'était toujours ce truc super déplacé où les gens, en fait, toute leur vie m'ont fait des compliments qui ne sont pas des compliments et qui tout le temps me rappelaient que j'étais une fille douce, calme, intelligente et justement tout l'inverse de ce qu'ils attendaient. Vous aviez des héroïnes adolescentes, il y avait des femmes, des modèles, peut-être même des hommes qui vous permettaient, que vous visiez, qui vous inspiraient ? J'avais clairement ma mère, ça c'est clairement mon premier modèle, puisque justement elle était cette femme forte qui travaille, Elle travaillait dans quoi d'ailleurs ? Elle était vendeuse-interprète, donc elle était là à rue Saint-Honoré dans une jolie boutique. Et du coup, et surtout en fait moi je cherchais des modèles qui alliaient aussi bien leur foi que leur envie de faire changer les choses. Ma mère, c'est une femme qui est partie du Maroc pour faire ses études en France. C'est en faisant ses études qu'elle a rencontré mon père. Ils ont énormément voyagé. Ils ont fait plein de choses énormes. Et du coup, je me disais, je peux faire tout ça, contrairement à ce qu'on m'a toujours dit, puisque ma mère en est un exemple. Ensuite, j'avais très peu de modèles. Dans les médias, dans la culture, il n'y avait pas d'image de femmes musulmanes auxquelles vous pouviez référencer ? Non, toutes celles que je voyais, je voyais certaines politiciennes, mais c'était toujours super violent. Je voyais ces femmes, en fait, qui venaient, des mêmes origines que moi et tout, mais que j'avais l'impression qu'ils reniaient une partie d'elles-mêmes, que je trouvais pas qu'elles crachaient sur une partie de leurs identités, mais qu'il fallait absolument montrer qu'elles étaient avant tout françaises et que ça. Quand moi, j'ai vraiment été éduquée en mode je suis française à 100%, mais je suis aussi marocaine, je suis aussi musulmane, j'ai plein d'identités et je trouvais ça un peu violent de me demander à chaque fois d'en choisir qu'une. Et du coup, au niveau politique, j'en trouvais pas. Au niveau du cinéma, c'est super dur, mais
il y a des films, il y a des femmes arabes, il y a des femmes musulmanes, mais c'est tout le temps la même histoire qu'on entend, quoi. C'est toujours ce truc de la pauvre femme qui vit dans une famille super conservatrice, qui est sauvée par un super homme blanc non musulman qui va lui apprendre à vivre sa vie, découvrir sa sexualité ou je ne sais quoi. Du coup, ça, c'est un dans les peu... fictions, dans les films qu'on voit, c'est l'histoire des femmes à l'écran, c'est souvent ça, quoi. C'est souvent ça, et du coup, en fait, ça t'apprend presque même à détester toi-même les figures masculines que tu as autour de toi en te disant mais c'est vrai que sûrement à un moment, ils vont m'oppresser. Enfin, c'est même pas le cas, genre moi, j'avais vraiment un père super, mais à un moment, je me disais, non, mais si aussi il est sévère parce qu'il était un peu strict, je me disais, c'est peut-être parce que c'est sa culture ou j'en sais rien, avant de me dire, mais c'est n'importe quoi, en fait. Il va falloir arrêter de regarder ce genre de film. Et ouais, et puis à la télé, les médias, c'était toujours, quand on parle des musulmanes, c'est toujours de façon négative, quoi. Donc c'est vraiment difficile de grandir en France avec aucun modèle ou aucune visibilité. Mais le plus dur, je pense, c'est aussi la question de représentation, au sens où quand il y a de la visibilité, c'est jamais en fait des femmes musulmanes qui parlent pour elles-mêmes, ça va être des films faits par un homme de plus de 60 ans qui est en train d'écrire un film sur des femmes arabes ou des femmes musulmanes, et du coup en fait c'est pas notre histoire, quoi. C'est encore des choses complètement avec plein de clichés, donc voilà, je m'y retrouvais pas. Après votre bac, vous quittez Ivry-sur-Seine, vous allez étudier à Paris, vous êtes en prépa HEC au lycée Claude Monet, je crois. Ouais. Vous aviez quel rêve à l'époque ? Donc moi, je me rappelle, je voulais être prof d'histoire. Du coup, je vais voir ma prof d'histoire en lui disant « j'ai envie d'être vous ». Et là, elle me dit « mais moi, j'ai fait une prépa ». Et du coup, je lui dis « mais c'est quoi ça ? Je croyais que c'était un truc pour les riches ». Je lui dis « ça doit être cher, j'ai pas les moyens et tout ». Elle m'a dit « non, mais la prépa, c'est gratuit ». Donc j'étais là genre « c'est quoi ce monde ? Pourquoi personne nous en a parlé ?» Et elle me dit « voilà, c'est un peu, ça va être un peu difficile, c'est un peu, c'est plus difficile que l'université, mais t'as les compétences, tu pourras y aller ». Du coup, je m'inscris, mais vraiment en ne connaissant rien. Dans ma famille, personne n'avait fait de prépa, même s'ils ont tous fait de longues études. Nous, c'était vraiment le côté universitaire à fond. Et du coup, j'arrive dans un milieu qui n'est clairement pas le mien, avec des filles et fils à papa qui avaient tous de grandes entreprises. Et moi, j'étais là, genre, mais c'est pas du tout ma vie, quoi. Donc, ça a été vraiment difficile, mais après, je me suis quand même bien intégrée. C'était pas non plus la prépa... la plus non plus élitiste et tout. Enfin, je veux dire, on avait une bonne cohésion entre nous, mais c'était pas mon milieu, quoi. Et donc, à l'époque, c'était encore prof d'histoire à ce moment-là, votre rêve, ou vous aviez en fait, d'autres... assez rapidement, je comprends que ça sera pas mon rêve, au sens où, en fait, moi, on m'a dit, fais ta prépa, parce qu'ensuite, ça t'ouvre plein de portes, tu pourras aller à l'université et tout. En fait, non. Quand tu fais une prépa, 99% c'est pour aller dans une école de commerce. Donc, en fait, moi, je me suis plus du tout posé de questions. J'étais en mode automatique, du coup, c'est ça qu'il faut faire. Donc, en fait, j'allais pas perdre 2 ans. Donc, je me suis dit, je m'inscrirai dans une école. Je fais le travail, je fais mes concours et je rentre dans une école. Et là, c'est la grosse déception, quoi. Alors, vous le dites souvent que ça a été vraiment difficile pour vous. Donc, c'est l'ESSEM, c'est une école de commerce qui est très réputée. Quand on farfouille un peu sur votre CV LinkedIn... Ah merde, je ne l'ai pas mis à jour depuis je sais pas combien. Il est tout à fait complet. On se rend compte que vous étiez quand même hyper active dans votre école. Vous avez fait un semestre à Taïwan. Vous participez à un nombre incalculable d'associations étudiantes. On voit que vous participez, vous organisez des défilés de mode, des soirées. Vous êtes dans tous les comités étudiants. Et pourtant, moi, ce qui m'attire à l'œil, c'est votre sujet de mémoire. C'est comment une organisation du mouvement social s'organise en interne pour mettre en place une action de transformation sociale. Vous avez eu 19,5 sur 20, je le précise. Est-ce que déjà à l'époque, est-ce que c'est à ce moment-là en fait que le militantisme se met à vous titiller ? Complètement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme je disais, moi, mes parents ont fait de longues études universitaires où en fait, toute ma vie, quand ils m'ont parlé de leur expérience, c'était genre... ils étaient dans un milieu super intellectuel, ils apprenaient énormément. Mon père, il écrit beaucoup de poèmes. Il écrivait, il produisait. Et moi, j'arrive en école de commerce. Et en fait, c'est pas du tout stimulant intellectuellement. C'est, les cours sont... franchement, moi, j'ai pas du tout aimé. En fait, ce que moi, j'ai aimé dans l'école de commerce, c'est que j'ai utilisé, en gros, ces 3-4 ans pour tout expérimenter et pour vraiment me connaître.
C'est pour ça que moi, je suis super critique de l'école et en même temps, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée parce que j'ai pu aller à l'étranger. J'ai vécu 6 mois à Taïwan. Enfin, c'était un truc de dingue. C'est genre l'une des plus belles expériences de ma vie. Enfin, j'avais fait exprès de choisir le pays où je connaissais strictement rien. Je ne savais pas parler la langue. Donc voilà, ça a été un apprentissage vraiment incroyable. J'ai pu voyager vraiment partout en Asie, notamment en Asie du Sud-Est. Enfin, j'ai 20 ans et je fais des voyages avec des gens que je viens de connaître et c'est juste incroyable. Je rentre de ce voyage et là, en fait, je dois commencer donc, mon stage en marketing donc dans une très grande boîte française. C'est la Fnac. On a le droit dans les podcasts de dire les marques. J'ai regardé votre CV sur LinkedIn, je le connais par cœur. J'allais pas les citer. Bon, ok, donc je travaille 6 mois à la Fnac en publicité en me disant, bon, ce qui se rapproche le plus de la créativité, ça doit être la publicité. Donc j'arrive, donc j'ai des collègues incroyables, mais je m'ennuie, mais comme jamais, quoi. Ça a été d'une violence pour moi de me dire, je fais toutes ces études pour vraiment, je faisais des publicités de Noël, mes questions c'était de me dire quel rouge on va utiliser. Ouais. C'était vraiment des choses où je me disais c'était tellement futile. Je voyais toutes ces personnes qui sortaient de grande école et pouvaient faire des réunions de 6 heures pour savoir la campagne de Noël, est-ce qu'on allait mettre un Père Noël ou pas cette année, est-ce qu'on allait mettre des guirlandes, alors que chaque année ils allaient faire exactement la même chose, ils allaient tout le temps avoir les mêmes couleurs et tout le temps les mêmes messages. Et du coup je me disais waouh, c'est nul, c'est pas possible et tout. Et du coup là, je fais pendant 6 mois en gros, j'ai utilisé toutes mes soirées en me disant, j'écrivais des trucs comme qu'est-ce que je peux faire après une école de commerce. Je me disais c'est pas fait pour moi, quoi. Et je me dis, bon, j'ai besoin de donner du sens à ma vie. Donc à ce moment-là, évidemment, quand on dit sens à notre vie, c'est le côté associatif. Je me dis, j'ai 1 an parce que je faisais mon année de césure, donc j'avais 6 mois. Et en fait, j'avais encore la possibilité de faire 6 mois ailleurs. Et du coup, donc là, je cherche, j'envoie mon CV à plein d'assos, mais vraiment, je connaissais pas du tout le monde associatif, je connaissais pas du tout le monde militant. Et qui me prend ? Chez qui je suis prise ? Chez Aide. AIDS, donc l'association qui vient en aide aux personnes atteintes du sida ou séropositives. C'est ça, donc c'est la première association européenne sur les questions de VIH-Sida. Et là, j'arrive dans un monde, mais juste tout l'inverse du monde dans lequel j'étais. Ça a été violent, mais au sens super positif. Je me suis pris tellement plein la figure. Déjà dans mes missions, c'est vrai que j'avais aucune responsabilité à la Fnac, je faisais des PowerPoint, je pense. J'arrive, on me demande d'organiser des conférences à Genève et à Washington. C'était juste dingue, j'avais 21 ans je crois, c'était juste la folie. J'arrive et je rencontre que des gens que je n'ai en fait jamais rencontrés, c'est-à-dire que je rencontrais des personnes homosexuelles, des travailleuses du sexe, des personnes migrantes. En fait, chez Aide, ils travaillent avec les personnes les plus vulnérables au VIH-Sida. Et en fait, c'est des personnes qui sont généralement en plus les plus précaires, les plus stigmatisées dans notre société. Et en fait, je comprends que le VIH-Sida, c'est d'abord une question éminemment politique et éminemment humaine. Et là, j'apprends énormément. Donc, d'un coup, je découvre en fait plein de choses qui ont complètement formé mon militantisme aujourd'hui au sein même de la Lab, en fait. Ça a été déjà ce qu'eux, ils n'appellent pas du tout la parole aux concernés, ce qu'ils appellent, eux, la démarche communautaire en santé. Le malade lui-même qui peut mettre en lumière les dysfonctionnements qu'il y a au milieu dans la santé en France. En fait. C'est lui qui apporte les solutions. En fait, c'est ça que j'ai trouvé génial. Alors que moi, j'arrivais plutôt dans ce côté, c'est les médecins qui savent tout, c'est les médecins qui apportent, c'est le milieu de la recherche qui apporte tout. Là, j'arrive dans un monde qui pense tout l'inverse, qui nous dit, en fait, c'est le malade qui a qui peut faire changer les choses du fait de son vécu, du fait de ce qu'il va partager. Donc ça a été un gros shift dans ma tête. Ça a été aussi tout le travail qu'ils font en gros plus global, de se dire que le VIH/SIDA, en fait, il faut aussi lutter pour les droits en gros des personnes concernées. Qui sont atteintes. Exactement. Donc voilà, ça a été toutes les luttes pour, par exemple, le mariage pour tous. Tout ça, c'est Aide aussi qui l'a mené de front. Et moi, j'étais vraiment à ce moment-là, donc j'étais stagiaire à ce moment-là. Et du coup, voilà, je réalise que se battre aussi pour les droits, ne pas stigmatiser, ne pas pointer du doigt ces personnes, c'est
c'est permettre de ne pas faire le lit aussi du VIH. Et voilà, c'est comment travailler avec les personnes concernées pour vraiment travailler sur la transformation sociale. Et ça a été tellement impactant pour moi d'apprendre tout ça, de parler avec les principaux concernés, que j'ai décidé d'en faire mon mémoire. Et du coup, là, ça a été aussi une autre lutte parce que j'étais quand même en spécialisation marketing. Et moi, j'arrive et je dis à ma prof, en fait, je suis désolée, je sais d'avance que je ne travaillerai pas dans le marketing. Moi, je veux absolument travailler dans le social. Et Ed m'apprend énormément. Du coup, elle me donne un super prof qui m'a soutenue, mais à fond, qui m'a dit, Sarah, on va faire un mémoire et on va le faire à un truc de fou, quoi. Du coup, j'ai eu de la chance, j'ai reçu un prix pour mon mémoire sur une promo de plus de 400. Enfin, c'était trop beau, quoi. Je suis arrivée et tout. J'avais mon petit prix après un travail d'1 an où vraiment j'ai pu interviewer toutes les grandes personnes qui luttent contre le VIH/SIDA, toutes les grandes personnes de chez Aide. Enfin, et je me disais, c'est fou, quoi. Je fais des interviews de toutes ces personnes, je note, j'essaye de comprendre en fait comment en interne ils réussissent à transformer la société. Ils ont réussi à faire changer je ne sais combien de lois. Et en fait, c'est super de se dire, c'est possible en fait de changer la société puisque eux, ils le font tous les jours. Et en plus, les personnes concernées le sont à tous les niveaux de l'association, quoi. Je veux dire, les directeurs, partout en fait, les principales concernées sont tout le temps autour de la table. Et ça a été, ça m'a énormément appris. Donc en fait, après, vous décidez de rentrer à l'IRIS, donc, qui est l'Institut de Relations internationales et stratégiques, qui est une très très prestigieuse école de droit international. Et parallèlement, vous inscrivez aussi en fac d'arabe à la Sorbonne. Je crois que c'était en même temps. C'était en même temps, ouais. Donc vous êtes fait une espèce de voie, vous êtes tracé une voie qui vous ressemblait plus en fait en faisant ça. En fait, les gens me voyaient dans l'associatif, mais ils ne me prenaient pas au sérieux dans mes proches. Ils me disaient, bon, elle se tape un gros délire dans son école de commerce, puis en fait, elle va avoir son master et elle va travailler. Retourner à la FNAC. C'est ça, elle va retourner à la FNAC tranquillou. Et en fait, quand je dis à tout le monde que je fais une année de plus, en plus c'est une année payante, que je vais prendre cette année pour réaliser tous mes rêves, et du coup, c'est travailler à fond sur tout ce qui est les projets sociaux que j'avais envie de mener, et du coup, moi, ça a été tout de suite les projets liés aux femmes. Apprendre l'arabe, parce que en fait, c'était un truc où je réalisais que j'étais fière de toutes mes identités et en même temps je parle arabe couramment mais je savais pas lire et écrire l'arabe, donc c'était super handicapant pour moi de me dire mince, il faut que je puisse vraiment jouir de toutes mes identités pleinement, quoi. Et du coup je me dis vraiment cette année tu fais l'IRIS, donc j'avais 2 jours par semaine de cours, j'avais 2 jours autres pour apprendre l'arabe à la Sorbonne. C'est là que je rencontre notamment Atika, qui va être un élément important après chez la LAM. Donc c'est vraiment comme ça qu'on se rencontre. Et évidemment, je suis aussi babysitter le mercredi pour pouvoir payer un petit peu et rembourser, payer mes petits trucs de tous les jours, quoi. Donc cette année, ça a été une année juste incroyable puisque c'est quelques mois après être rentrée en cours que je décide de monter le Women's Sense Tour in Muslim Countries. Est-ce qu'il vous a fallu du temps pour mettre le mot féminisme sur le changement que vous aviez envie d'incarner ? En tout cas, dans votre parcours, il apparaît pour la première fois ce mot-là, j'ai l'impression. En fait, j'ai toujours été intéressée sur les questions d'égalité homme-femme. Enfin, on a vraiment été éduqués comme ça. Notre mère nous a toujours dit qu'on pouvait tout faire dans la vie. Mon père nous disait aussi exactement la même chose. Donc, pour nous, c'était super important. Et pour autant, j'avais vraiment intériorisé l'idée que je pouvais pas être féministe du fait de ma foi. Je l'avais vraiment intériorisé en me disant... Tout le monde, quand il me parlait de féminisme, déjà c'était toujours des modèles, genre un peu les Femen ou autres, qui fait que j'avais pas du tout ce rapport, par exemple, à la sexualité ou autre. J'avais vraiment, j'étais beaucoup plus pudique, donc je me disais même que le féminisme n'était pas fait pour les femmes comme nous, en fait. Il fallait montrer ses seins, sinon on pouvait pas être féministe. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment un peu, pas un cliché, mais je sentais que celle qui se définissait comme ça ne me ressemblait jamais, en fait. Donc je disais tout le temps, et genre je devais être ce genre de meuf trop chiante qui disait non, je suis pas féministe, je suis pour l'égalité homme-femme. Mais je crois que ça veut dire la même chose. Parce que je me disais que ce mot-là n'était pas pour moi. Pourtant, je militais tout le temps autour de moi pour cette égalité. C'est venu à ce moment-là, précisément parce que j'ai lu le livre qui a changé toute ma vie, qui s'appelle donc Féminisme islamique de Zahra Ali. Et qui, en fait, c'était
elle a répondu avec toutes les femmes qui sont dans le livre à toutes mes questions que je me posais depuis une vingtaine d'années, quoi. Où là, moi qui avais un peu... En fait, c'est bizarre parce que j'avais intériorisé le fait que ma foi était un problème. Et en même temps, j'étais toujours dans ce côté, non, justement, regardez comment je suis, c'est possible d'être musulmane, d'être ouverte, de voyager. Enfin voilà, j'étais toujours dans ce truc de devoir montrer toutes les multiples identités trop cool que je pouvais avoir, quoi. Et en fait, là, j'ai lu ce livre et je l'ai lu et je l'ai relu et je l'ai relu. Et je me suis dit, ces femmes-là, elles existent. Pourquoi personne ne me l'a dit ? Alors, qu'est-ce qu'elle dit, en fait, Sarah Ali, qui vous fait un tel déclic ? C'est elle et c'est surtout aussi toutes les femmes qui... Parce que c'est différents chapitres avec plusieurs femmes musulmanes en France ou dans le monde. qui en gros juste se réapproprie en fait ce concept de féminisme et surtout se le réapproprie aussi au niveau d'un référentiel islamique. Moi, ce qui m'avait intéressée, c'était que j'étais pour les droits des femmes sur tous les sujets, mais j'avais beaucoup de questions sur ma propre foi et sur ma propre religion. Mes parents essayaient d'y répondre au mieux, mais c'est vrai qu'on avait des questions avec mes sœurs hyper pointues. Et du coup, quand je voyais qu'en fait ces femmes se sont battues pour réinterpréter en gros le livre sacré du Coran et montrer qu'il y a l'égalité homme-femme, mais que comme partout dans la société, le sexisme a aussi existé du coup dans ces interprétations qui ont été faites par plein de savants, mais des savants qui sont aussi principalement et avant tout des hommes, et que du coup ça restait des humains, quoi. Donc ils avaient leur lecture sexiste des versets du Coran. Et du coup ça a été vraiment des questionnements où moi je me rappelle toute mon adolescence, j'essayais vraiment de défendre ma foi au plus haut point, et après j'avais plus de réponse quand on me disait ouais mais enfin chez vous avez le droit de vous marier avec 4 femmes, non mais l'héritage c'est complètement inégalitaire, et j'étais là en mode j'ai pas de réponse. Je savais pas quoi répondre. J'avais pas encore les armes. Et en fait, dans un livre, j'avais là genre waouh. En fait, quand tu relis ça comme ça, c'est pas du tout ce qui est dit. Enfin, c'est là que je découvre aussi tous les écrits d'Asma Lamrabet que je lis, qui a changé clairement ma vie, quoi. Donc en fait, si je résume, le sujet qui vous passionne, c'est en gros mettre en avant des femmes qui montrent que les textes fondateurs de l'islam ne sont pas forcément porteurs d'une misogynie crasse qu'on veut caricaturer en général. C'est ce qui m'a moi intéressée. Après, ça n'a pas été forcément mon combat, c'est pas celui de les relire. On les retrouve un peu dans le documentaire, dans le Women's Voilà, Sense, c'est ça. Mais c'est ces femmes-là qui m'ont permis de me dire. En fait, voilà, Sarah, ta foi, c'est pas du tout un problème à ton féminisme. En fait, c'était vraiment ce dernier petit chapitre dans ma vie où j'essayais de me dire, mince, il y a quand même des trucs qui bloquent. Et là, en fait, quand je vois qu'il y a ce travail de toutes ces femmes qui me disent, non, Sarah, tu peux vivre ta foi et être engagée sur tous les sujets et te battre pour l'égalité homme-femme, là, je me dis, ok, je suis féministe et musulmane. Et là, mais je vais m'amuser à les crier sur tous les toits tellement... j'ai jamais eu ces modèles. Donc, je me suis dit, il faut que moi et plein d'autres jeunes filles comme moi puissent se dire que notre foi, elle n'est pas un frein à notre émancipation et que c'est possible d'être féministe, quoi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été impossible à comprendre pour votre directrice de mémoire, je crois aussi à l'époque à l'IRIS, quand vous dites que vous voulez faire un mémoire sur féminisme et islam. Elle vous dit quoi ? En fait, c'est là que donc moi je décide de faire je lis tous ces livres et je me dis c'est bon, j'ai trouvé ma voie, c'est génial. Et en fait, j'ai cette super directrice qui est une très grande féministe et vraiment que, pour le coup, j'apprécie énormément, qui fait un travail incroyable. Mais je donne l'intitulé de mon sujet et qui me fait comprendre que ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Enfin, qu'à un moment, il faut choisir, soit t'es féministe, soit t'es musulmane, que la religion, c'est quand même super misogyne. Et là, en fait, ça a été un déclic au sens où j'ai vraiment été éduquée en mode les profs ont tout ce savoir. Enfin, mes parents nous ont toujours dit, voilà, les profs ont toujours raison. Donc, bon, c'était plus ou moins bien, mais c'est vrai qu'au final, j'avais ce truc de les intellectuels, c'est des personnes qui ont fait tout ce travail. Enfin, je veux dire, c'est sa vie, le féminisme. Et après, je me dis, mais c'est juste tout l'opposé de ce que j'attendais, en fait. J'attendais à ce que... Comment dire, je me dis, le féminisme, c'est justement de permettre à chaque femme de faire ce qu'elle veut, voilà, de son corps, de ses identités. Et là, en gros, elle m'expliquait que je ne pouvais pas être féministe à part si, voilà, je niais un peu une partie de moi-même. Et du coup, j'ai vraiment trouvé ça violent et surtout d'une féministe. C'est ça que je trouve assez passionnant dans les parcours militants, en fait. Bien souvent, le déclencheur, c'est une violence, c'est une oppression, c'est quelque chose même de l'ordre de l'humiliation parfois. Et la
réaction de cette prof, ça a été votre déclic pour partir faire le Women's Sense Tour? Ouais, c'est pour ça que je lui en veux pas du tout au final de m'avoir dit ça, parce que je pense qu'elle m'a permis de me poser beaucoup de questions, j'avais aimé le fait qu'elle me dise « Sarah, on va se mettre d'accord sur le fait qu'on ne sera jamais d'accord ». Et du coup, ça m'a poussée à... Vous partez faire le tour du monde, en gros, grosso modo. Hein. Donc 5 mois, 5 pays avec des femmes musulmanes qui travaillent dans des associations, des entreprises sociales pour les droits des femmes. Donc, vous passez par le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l'Iran, l'Indonésie. C'est une démarche qui peut sembler surprenante, que je comprends mieux maintenant qu'on a un petit peu échangé, mais ça allait pas de soi à l'époque. Vous étiez même pas formée, vous saviez même pas tourner des vidéos. Vous avez fait une petite formation d'une semaine avant de partir. C'est ça. On a l'impression, et même quand on regarde le documentaire, que c'était de l'ordre de l'urgence, en fait, de faire ça, de faire ce voyage. J'allais être diplômée en octobre, et du coup, je m'étais promis de partir en octobre. Je me disais qu'en fait, si je ne le faisais pas maintenant, j'allais jamais le faire. Et du coup, je m'étais mis cette deadline et je l'avais dit à tout le monde. Genre, j'avais commencé une campagne de crowdfunding, je l'avais dit à tout le monde sur tous les réseaux, je pars en octobre. Rien n'était prêt, je ne savais pas filmer, je ne savais même pas identifier les femmes, rien n'était fait. Mais je m'étais dit, si tout le monde sait que je pars en octobre, je vais bosser pour que ce soit le cas. J'avais ce projet où qui était un peu complètement fou, mais de rencontrer 25 modèles que moi je rêvais de rencontrer, qui était de partir faire un documentaire. Ça a été vraiment tout de suite, j'ai su que ça allait passer par un documentaire, ça allait pas être un livre. Je voulais que ce soit le plus, pas mainstream, mais j'avais envie de toucher vraiment un maximum de monde. De rendre les gens moins ignorants, quoi. Ouais, et surtout je voyais que les livres au final, moi pourtant qui ai fait de longues études et tout, j'ai finalement découvert tous ces livres super tard, quoi. Donc je me disais il fallait quelque chose où très rapidement les gens puissent comprendre, et surtout l'image est importante quand on parle des femmes musulmanes, puisque comme les gens parlent tout le temps à notre place, je me disais j'avais envie qu'ils voient en fait les femmes que je vois, en fait qu'elles parlent elles-mêmes, que moi j'ai pas besoin d'intervenir. Et le voyage, j'aimerais qu'on ait une heure entière pour en parler, ça a dû être complètement dingue comme expérience. Vous êtes quand même allé à la rencontre des féministes tunisiennes juste après le printemps arabe. J'imagine que c'est un sujet de 1000 pages potentielles. Vous êtes allé en Iran, où les femmes risquent littéralement leur vie, ne serait-ce qu'en pensant ce qu'elles pensent. Vous êtes allé aussi en Indonésie, parce que vous vouliez montrer que les musulmanes, c'était pas forcément des femmes arabes. Est-ce qu'il y a un moment de ce voyage qui vous a marqué, qui vous a formé plus qu'un autre? Franchement, chaque jour a été super intense, parce que moi je suis pas du tout ce que je dis souvent, je suis pas journaliste, je suis pas sociologue, je suis pas historienne. Moi j'y suis allée avec tout mon cœur et vraiment avec juste cette envie de faire changer les choses dans mon pays, en France, et de montrer tous ces modèles. Et du coup, en gros, à toutes ces femmes, je leur ai dit moi j'ai envie de rester avec vous, j'ai envie de vivre des journées entières avec vous, j'ai envie de vous connaître, j'ai pas envie qu'on fasse une interview justement d'1 heure autour d'un café, j'ai envie de vous connaître. Donc j'y suis vraiment allée au culot. On a dormi chez elle, à chaque fois j'étais accompagnée par une amie à moi, donc Clotilde, qui m'a accompagnée au Maroc, qui a juste complètement qui m'a permis justement de faire ce projet et de le tenir jusqu'au bout, parce que je pensais faire tout ça tout seul avant de réaliser qu'en fait avoir une amie avec soi c'est juste primordial. Il y avait Camille ensuite, puis Justine qui m'a accompagnée pour les derniers pays en Iran et en Indonésie. Et du coup de vivre en fait chez elle, de vivre avec elle, vraiment d'apprendre à les connaître, de voir leur famille, de voir leurs collègues, moi ça a changé ma vie en fait. Et je leur posais vraiment toutes ces questions, mais juste trop bête, mais comment tu vis ta foi, comment tu vis ton féminisme, comment tu arrives à allier les deux. Et chacune elle m'apportait des réponses complètement différentes. Il y a une phrase que j'ai lue qui résonne très fort en moi. Vous dites « Je pense que j'étais schizophrène pendant 27 ans et que ces femmes que j'ai rencontrées à travers le monde m'ont dit « Sois toi-même ». J'ai des petits frissons en la lisant. Vous-même, c'était créer la Lab ? Parce que vous avez créé l'association en rentrant de ce voyage, en fait. Ouais, c'est être complètement moi-même jusqu'au bout et de permettre à d'autres femmes de l'être aussi. C'était surtout ça. C'était de m'être dit, pardon. Moi, j'ai fait tout ce cheminement qui a été super long.
J'aimerais pouvoir dire à toutes ces femmes qu'en fait c'est pas censé être aussi long et on va pas se réveiller toutes à 30 ans en disant qu'en fait on peut être nous-mêmes, et que j'aimerais en fait que voilà, quand on avait 12 ans on puisse déjà être fiers de ce qu'on est. Et du coup créer la Lab, c'était vraiment la suite logique de se dire ok voilà, j'ai fait ce travail, ce qui a été un vrai travail sur moi-même et un travail que je voulais directement partager avec les autres, vu que j'avais pris le média du documentaire, mais qu'il fallait aller plus loin, quoi. Qu'il fallait maintenant se battre sur ces questions-là en France. Que voilà, j'en pouvais plus à chaque fois qu'on parlait de femmes musulmanes, qu'on me renvoyait tout le temps à l'étranger sur les problématiques. C'est d'ailleurs pour ça que je suis partie d'abord dans ces pays, c'était pour me dire ok, bah, j'ai rencontré ces femmes, donc maintenant arrêtez de me dire tout plein de choses affreuses. Et en Turquie, et en machin. C'est ça, donc tout le temps on me renvoyait ça et de dire voilà, mais maintenant on va travailler en France. Parce qu'au final, c'est en France que nous, on a des difficultés. C'est en France que moi, j'ai rencontré toutes les difficultés. C'est pas du tout dans les pays où je suis allée. On m'a jamais... Enfin, voilà, j'ai pas du tout été discriminée par ma foi ou pour mes engagements féministes. Ça a été en France que moi, toute ma vie, on m'a dit justement que j'étais cette exception, que toute ma vie, on m'a fait... que j'avais honte d'être une partie de moi-même. Et en même temps, j'avais ce côté, j'essayais d'être fière et tout. Mais c'est vraiment le mot schizophrène, même si c'est pas adapté, c'est quand même une vraie maladie, mais j'avais ce côté en tout cas complètement tiraillé entre mes différentes identités, qui fait que en fait on n'est jamais selon les personnes qu'on a en face de soi, on montre à chaque fois une image qui est censée leur plaire, et on n'est jamais 100% nous-mêmes, quoi. Moi je sais qu'en école de commerce, quand je faisais le ramadan, je le cachais, quoi. C'est super difficile en fait. Donc la Lab, ça a été vraiment de créer cette espèce de petit laboratoire donc la Lab, bienveillant. Lala, ça veut dire madame en arabe, et lab comme laboratoire. C'est ça. C'est un néologisme. Exactement, ça ne veut rien dire en soi, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Et du coup, voilà, c'est un mot qu'on a inventé qui est que voilà, ça va être un laboratoire d'idées et de rencontres, qu'on veut un véritable lieu de réflexion et d'échange entre nous toutes pour juste apprendre à être fiers de toutes... ce que nous sommes, et pas être ce que les gens voudraient qu'on soit. Vous avez dû renoncer à quoi en vous engageant dans le militantisme ? À certaines choses, à des choses... clairement financière, je n'ai pas de salaire depuis bien longtemps, donc je fais à chaque fois avec les moyens du bord. Donc clairement, quand je vois tous mes potes d'école de commerce qui sont en train d'acheter des maisons et avoir des enfants et tout ça, je suis là genre waouh, j'ai raté quelque chose, je sais pas où j'étais à ce moment-là, je devais être encore en tour du monde, je me suis pas du tout posé ces questions. Et donc à ce niveau-là, ça a été difficile évidemment. Au niveau relationnel, notamment avec des hommes. Être une femme militante, c'est super difficile. Savoir exactement ce qu'on veut être, c'est difficile. Et du coup, j'ai dû mettre fin à certaines relations amicales ou amoureuses parce que je savais où j'allais, parce que je savais que je voulais être cette femme forte, que je voulais être indépendante, que je voulais pouvoir faire changer les choses pour toutes ces femmes et que j'allais pas m'arrêter. Et du coup, c'est quelque chose qui fait vraiment peur en fait autour de soi. Autant on m'a laissé, on va dire, autour de moi me dire allez, fais-toi un trip, fais ton tour du monde. Autant de dire qu'en gros, ma vie ce sera du militantisme, c'est vraiment difficile à faire comprendre parce qu'on sait que la vie sera pas simple, qu'on sait qu'on va se prendre beaucoup de violence. Et maintenant, je sais de quoi je parle. En fait, la Lab, c'est un peu le modèle parfait pour comprendre l'intersectionnalité. Le féminisme intersectionnel, c'est un terme qui a été proposé par Kimberlé Crenshaw. Je pense que les auditeurs et auditrices de La Poutre commencent à être un peu habitués à l'entendre ici. En fait, la Lab, le constat qui est fait par la Lab, c'est un constat vraiment intersectionnel. C'est-à-dire qu'être une femme, c'est dur. Être une femme musulmane, c'est pire. Vous êtes sur cette ligne-là Oui, complètement. Dès le début, on s'était dit qu'on aurait ce féminisme intersectionnel dans notre combat, puisque moi, toutes celles qui ont été les plus dures avec moi, au final, c'était des féministes. Du coup, j'avais besoin aussi de marquer un peu pas une séparation, mais de me dire que nous, en fait, on allait prendre en compte toutes les autres dimensions et qu'on n'était pas juste des femmes,
qu'on était des femmes, qu'on était arabes, qu'on était noires, qu'on était asiatiques, qu'on était musulmanes, qu'on était en situation de handicap ou non. Enfin, en fait, que pour moi, le féminisme, si on prend pas en compte toutes ces identités, il avait pas de sens. Et du coup, quand je voyais que, justement, un peu comme ma directrice de mémoire, mais après, comme toutes les femmes, politiques, je sais pas, des Laurence Rossignol, ou enfin toutes ces femmes, en fait, qui se définissent comme féministes, mais qui, nous, bizarrement, pour les femmes musulmanes, elles nous dictent comment on doit être, comment on doit s'habiller, comment on doit réfléchir, quel endroit ou non on peut fréquenter. Je me disais, mais elles se rendent compte ou pas de cette violence. Enfin, elles passent leur temps à faire des beaux discours et à expliquer à toutes les femmes qu'elles doivent être ce qu'elles sont. Et en fait, les femmes musulmanes, on n'a pas le droit à ce discours. Tout le monde nous explique tout. C'est-à-dire que vous voulez ouvrir un compte en banque, on vous ferme la porte de la banque. Vous voulez louer une salle, on vous annule la salle. Les discriminations, en fait, sont immédiates. Sont immédiates. Vraiment, on a créé l'association, donc la Lab avec Justine. Donc on était toutes les deux, on avait les membres de notre bureau. Donc Atika, Sarah Toumi, Laura. Et voilà, donc on était toutes les 5 avec vraiment une envie folle de faire avancer les choses. Et en fait, à chaque fois qu'on essayait de créer quelque chose, on avait une difficulté. Mais il faut se dire que ça, c'est avant même la page Facebook. Personne ne savait encore l'existence de la Lab. Je pense qu'on n'avait même pas encore le nom la Lab, qu'on venait de le déposer je pense, pour nos statuts 3 jours avant. Et voilà, et je me rappelle que c'était Justine qui était d'ailleurs allée, donc je me suis dit, t'as pas fait ton rôle de femme blanche. Mais elle était partie justement pour ouvrir ce compte en banque et on lui a refusé, quoi. On nous a refusé l'ouverture du compte en banque parce qu'on est une association pour les femmes musulmanes, que voilà, la banquière, elle était vraiment hyper apeurée. Elle semblait genre, mais non, mais ça va pas, on est dans un pays laïque. Donc c'est là qu'on a compris en fait qu'il fallait tout le temps être dans la pédagogie et tout le temps être dans l'explication de la laïcité, quoi. La laïcité, ça n'a pas été créé pour exclure les femmes musulmanes. Faut pas confondre, voilà, la neutralité de l'État avec la neutralité des individus. Enfin, le fondement même de la laïcité, pour moi, et c'est ça qui est joli, c'est la liberté. C'est vraiment de permettre justement à chaque personne d'avoir une foi ou non, de pouvoir vivre avec tout ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout utilisé comme ça. C'est vraiment à chaque fois pour exclure une partie des citoyens qui sont toujours les mêmes. Et aujourd'hui, c'est principalement les musulmans. Et malheureusement, c'est un discours que la banquière, elle a eu, mais c'est aussi parce que nos politiques ont les mêmes, nos médias ont les mêmes. Et du coup, presque, je suis pas choquée quand elle me dit ça, parce que je me dis, en fait, t'écoutes la radio, t'écoutes la télé, tu n'entends que ça. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit, mais ah ouais, ça va être plus dur que... Enfin, nous, on avait vraiment... C'était pas qu'on était des bisounours, mais on était vraiment en mode, on va mettre tout notre amour, on va travailler comme on avait autant travaillé le Women's Sense Tour, vraiment à fond, quoi. Moi, je dormais plus. Enfin, je pense que depuis l'Iris, je n'ai jamais fait une nuit de plus de 5 heures, quoi. Tellement on travaille d'arrache-pied. Et voilà, et de se dire qu'en fait, non, on est vraiment dans le cœur du sujet, puisqu'on a tout de suite, on rencontre tout de suite toutes les difficultés à s'organiser. Et vous parlez des politiques, moi j'allais en venir à Manuel Valls, cette phrase qu'il a prononcée en disant Marianne, elle a le sein nu, elle est libre parce qu'elle n'est pas voilée, donc à faire une espèce de lien un petit peu artificiel entre la République et le fait de ne pas porter le voile, ce qui est quand même un peu tordu quand on y réfléchit. D'ailleurs, il faut aussi, je pense, rappeler dans quel contexte cette phrase est prononcée. On est juste après le Bataclan, donc dans une séquence politique où on sait que le lien va être fait très facilement dans l'esprit des gens entre le voile des femmes musulmanes et les attentats terroristes. C'est assez terrifiant ce que ça peut nourrir. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un avant et un après cette phrase de Manuel Valls, cette séquence politique? Je sais pas s'il y a eu un avant ou un après, parce que pour moi, j'ai presque tout le temps entendu ce genre de phrase de la part de politiques. Je pense que Manuel Valls, clairement, c'est l'homme qui a représenté ces idées, c'est super dur ce qu'il dit, quoi. Et la gauche, en fait. C'est ça qui est aussi c'est ça, choquant. c'est que autant avant, on pouvait avoir ce truc de la droite un peu fermée d'esprit sur ces questions, autant là, c'est vrai que moi j'étais sûrement très naïve, mais j'attendais énormément de ce quinquennat. Je me rappelle quand François Hollande a été élu, j'ai pleuré, donc vraiment là, autant dire je pleure, mais c'est de tristesse. De sang. Je pleure pas de joie. Donc c'est fini, c'est cette idée que la gauche, parce qu'en fait, au final, tous ceux qui nous ont fait le plus de mal ces dernières années, ça a
a été malheureusement vraiment la gauche, quoi. Ça a été Valls, ça a été Laurence Rossignol, ça a vraiment été tous ces politiciens super bien pensants qui parlent à chaque fois à longueur de journée d'égalité, de tout ça, mais en fait qui ne l'appliquent qu'à une partie des Français et des Françaises, et que c'est toujours les mêmes qui sont malheureusement exclus. Et je pense que Manuel Valls, ça a été vraiment celui qui a porté ses idées vraiment le plus longtemps et de façon vraiment violente. Enfin, franchement, je trouve qu'il représente un peu tout ce qu'on combat, quoi. Mais il a un problème, je pense. Je sais pas ce qu'il a vécu avec une musulmane, peut-être, mais le pauvre chou, il faut vraiment que ça aille mieux, quoi. Bon, là, je vois qu'il... voilà. Vous lui avez fait une lettre hilarante. J'invite les gens à aller sur le site de la Lab, lire votre lettre de soutien à Valls après sa défaite aux primaires de la gauche. Moi, j'ai pleuré de rire en la lisant. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi un avant et un après pour la Lab, parce que Atika Trabelsi, donc, qui fait partie de l'association depuis ses fondements, qui est une jeune femme brillante, qui par ailleurs porte un voile, est allée sur le plateau de l'émission politique, se confronter à Manuel Valls, avec beaucoup de brio, je crois. Et est-ce que ça a été un peu le début des emmerdes pour la Lab? Complètement. Je crois qu'avant, on était dans pas notre petite bulle, mais on faisait nos activités, c'était toujours bienveillant, on faisait énormément on avait déjà fait, on avait fait 1 mois de tour de France pour faire nos projections débat du documentaire Women's Sense Tour. Ça s'était super bien passé, mais vraiment, on allait dans des milieux où il n'y avait pas forcément... Enfin, il y avait tout le temps dans le public des femmes musulmanes, mais pas que. En fait, on avait surtout des gens pas du tout concernés par ces questions, et les débats étaient toujours hyper intéressants. Donc, vraiment, on était dans ce côté où chacune de nos activités, on avait beaucoup de soutien, on construisait notre team de bénévoles, les Lalas, comme on s'appelle. Et c'était trop beau. Et là, nous avons voulu faire entendre nos voix un peu trop fort pour certains. Et que là, on a été identifiés, en gros, par tous les trolls sur Internet, tous les fachos. Au début, c'était surtout plutôt des fachos et tout. Et là, on a vécu notre première campagne de diffamation et de cyberharcèlement intense. Autant on savait qu'on allait vraiment déranger, parce que le discours, voir une femme qui porte un foulard, qui parle de féminisme pro-choix, ça a été, pour beaucoup, on a vraiment reçu des messages on s'attendait même pas, on savait même pas que c'était possible que genre de femmes musulmanes puissent parler comme ça, donc assez hallucinant. Mais on s'est pris une vague de violence vraiment incroyable. Donc on croyait que ça allait durer des jours, ça a duré des semaines. Pendant des semaines, on se réveillait, mais vraiment... moi, j'avais lâché le Twitter à ce moment-là, je le laissais à Justine en mode aide-nous, mais moi, je peux plus voir toutes ces violences. Et du coup, c'était terrible. Il y avait des images super hardcore qui nous étaient envoyées. Et puis, beaucoup de racisme, beaucoup de sexisme. Et ça a été dur. Moi, j'avais peur aussi pour Atika. Parce que dans la rue, les gens la reconnaissaient, quoi. Et en fait, Atika, mais c'est juste une femme incroyable. Et tellement forte, tellement puissante. Elle a vécu tout ça et elle sait exactement pourquoi elle y est allée. Elle assume complètement. Et du coup, d'avoir à chaque fois de se rappeler qu'on est entouré aussi bien chez la Lab de femmes juste trop badass pour moi, je me suis dit, ça va aller. Ça va être dur, mais ça va aller. Je pense qu'il y a une pédagogie aussi importante à faire, et c'est d'ailleurs l'objectif de la Lab. Par exemple, la loi de 2004, qui est vraiment un peu au cœur de votre combat. C'est une loi qui discrimine quand même très clairement les femmes qui portent le voile. Il y a beaucoup de féministes qui se sentent sincèrement en devoir de la défendre. J'aimerais que il y a un article sur la Lab qui démontre très très bien le fait que cette loi soit féministe. J'aimerais que vous résumiez en quelques mots en fait ce qu'on peut répondre à ces femmes-là. Déjà, je trouve que ça a été d'utiliser la laïcité de façon un peu insidieuse et pas du tout pour moi, le pourquoi elle a été créée. Clairement, pour moi, ça n'a pas été créé pour exclure des personnes de la société. Et je pense que notre concept, notre vision, elle est simple. C'est juste que chaque femme puisse être la personne qu'elle souhaite être, puisse faire de son corps ce qu'elle souhaite. Et du coup, en fait, pour moi, de dicter à certaines femmes quels lieux elles peuvent fréquenter avec ou non leur foulard, surtout d'utiliser, en fait, par exemple, l'école, qui est un lieu où, justement, c'est quand même un des meilleurs moyens de s'émanciper, d'être dans ce genre de structure, qu'en fait, on prive certaines de ces femmes de ces structures pour les aider en leur disant que c'est pour leur bien, en gros. Du coup, je me disais, mais
ils s'entendent ou pas. Enfin, je comprenais pas ces côtés. On va les exclure de tous les lieux où elles peuvent justement apprendre, où elles peuvent justement travailler sur soi, quoi. Et en fait, malheureusement, on leur interdit l'entrée de tous ces lieux pour des raisons féministes, en fait. C'est ça. En fait, c'est juste complètement contre-productif. Et du coup, je me disais, mais ça n'a pas de sens. La loi de 2004, peut-être qu'il faut le rappeler pour les auditeurs et auditrices, c'est la loi qui interdit donc le port du foulard à l'école. Après, aujourd'hui, voilà, nous on fait des articles pour montrer surtout à quel point c'est antiféministe et tout. On l'a pas, enfin voilà, on en discute pour certaines. Voilà, en fait, chez la Lab, on n'est pas non plus un bloc homogène, donc voilà, chacune donne son point de vue. Mais voilà, en tout cas, nous, l'argumentaire féministe et d'aider ces femmes en leur empêchant d'être ce qu'elles veulent, il tient pas la route. Il y a une vidéo aussi sur votre site que j'ai trouvée assez frappante, où on voit des femmes qui sont toutes surdiplômées, elles sont toutes médecins, ingénieurs en informatique, et elles ne trouvent pas de travail. On leur ferme la porte d'entreprise en raison du foulard qu'elles portent sur la tête. Est-ce que ce n'est pas aussi le début d'un processus qui finalement débouche à ça, le fait de faire un cas à part de ces femmes à l'école, ça continue ensuite toute la vie? Oui, complètement. Pour nous, en tout cas, les femmes musulmanes qui sont chez la Lab et qui portent un foulard, ces histoires-là, c'est vraiment tous les jours. C'est en fait de se dire que nous, on nous a tout le temps appris, la méritocratie, l'école, l'égalité. C'est vraiment après ça, tu peux faire ce que tu veux. Et de réaliser qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Qu'en fait, beaucoup d'entre elles nous expliquent qu'elles ont été réorientées, qu'elles voulaient justement être médecins ou autres, et qu'on leur a dit non, mais attends, avec ton foulard, tu seras pas prise, donc ça sert à rien. Fais plutôt quelque chose de technique, fais plutôt coiffeuse ou je sais pas quoi. Donc j'ai trouvé ça tellement violent en fait de briser des rêves, de briser des parcours de vie que ces femmes avaient choisi. Et après il y a d'autres qui ont réussi à aller jusqu'au master, mais même en master, il y avait Awa qui justement disait dans la vidéo qu'elle rêvait d'être journaliste. On lui a dit mais tu seras jamais journaliste avec ton foulard. À la rigueur, va plutôt vers la communication, tu seras derrière un bureau, personne te verra. Et je me disais mais comment des gens au sein d'une école, en fait, des gens qui sont censés t'apporter un savoir et te permettre justement de te développer, d'être la personne que tu souhaites être, parce que pour moi, c'est vraiment ce meilleur moment pendant les études de pouvoir se construire, en fait, te détruisent, quoi. Te détruisent, t'humilient, te méprisent. Et c'est super violent et c'est pas normal, quoi. Enfin, je veux dire, quand Manuel Valls il sort ses phrases, le lendemain, on sait qu'il y a des femmes qui vont juste se faire cracher dessus dans le métro, se faire enlever de force leur foulard, parce qu'en fait, il libéralise une parole tellement raciste que du coup, les citoyens lambda se disent ok, en fait, c'est possible. On est dans notre droit et on va défendre notre France et on va justement leur dire qu'elles sont pas les bienvenues. Quand bien même on est française, quand bien même on vit en France depuis je sais pas combien d'années. Et tout ça, c'est beaucoup trop violent et c'est vraiment pas du tout ça qu'on veut. Et c'est en ça qu'on va essayer de révolutionner notre société. C'est aussi ce qui nourrit... Je veux pas qu'on en parle parce que je sais que c'est très frais et que j'ai pas envie que ça réveille trop de choses douloureuses en vous, mais je pense que c'est important que les auditeurs et auditrices comprennent que le cyberharcèlement que vous subissez, c'est quelque chose d'une violence inouïe, en fait. On vous envoie des images abominables, on vous insulte, on vous menace de mort, on vous menace de viol. Tout ça, c'est nourri aussi par un sentiment profondément misogyne, mais aussi raciste et islamophobe. Complètement. L'association des féministes contre les cyberharcèlements, justement, on parle très bien. En fait, c'est des femmes racisées généralement en plus qui sont les principales touchées. Qu'à chaque fois qu'on crée justement des plateformes pour faire entendre nos voix, on a toujours en face de nous des gens qui vont vouloir nous silencier, des gens qui vont vouloir nous faire taire, et de façon quand même super violente. Enfin, vraiment, quand moi j'ai eu mon adresse qui va être partagée sur les réseaux sociaux. L'adresse physique, l'endroit où vous habitez. C'est ça. En fait, ils peuvent réussir à faire qu'on ait peur. C'est juste que nous, chez la Lab, on n'est pas seuls. On est vraiment très nombreuses à se soutenir. Donc, du coup, on arrive quand même à essayer de prendre du recul. Mais sur le moment, c'est très dur. Enfin, nous, il y a des fois, on craquait, on se disait, mais
c'est pas possible de recevoir autant de messages de haine. Et puis après, des fois, on commence à se dire, est-ce qu'on va pas s'auto-censurer? Est-ce qu'on va pas, du coup, ne pas écrire tel ou tel article? Et après, on se dit, mais n'importe quoi, c'est juste leur donner raison. En fait, nous, notre but chez La Lab, c'est justement de permettre à toutes ces femmes de se réapproprier leur récit, leur voix, de pouvoir parler des sujets qu'elles veulent aborder et de pas tout le temps répondre à tout l'agenda que les gens veulent, où c'est tout le temps un peu les mêmes questions sur le voile ou sur, moi, c'est tout le temps le côté être féministe et musulmane. On a aussi d'autres sujets, en fait, qu'on veut aborder. Ils monopolisent la conversation, en fait. Ils vous empêchent d'avoir la prise de parole que vous voulez avoir au moment où vous voulez l'avoir. Exactement. Et du coup, voilà, donc pour nous, c'est bien de continuer à surtout pas s'auto-censurer, à pas fermer notre magazine en ligne ou à ne pas arrêter de faire des activités et de se dire que au final, nous, on le voit juste comme quelque chose, pas de positif, mais de se dire qu'en fait, on est en train de vraiment de faire changer les choses, puisqu'en fait, on est en train de déranger. Et c'est plus... C'est plus drôle de voir qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est plus un peu ce qu'on avait, en fait, pendant l'émission politique avec la participation d'Atika. Qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est quand même, cette gauche bien pensante. C'est des gens que, on n'aurait jamais imaginé vraiment avoir des propos... quand même super craignos. Enfin, je veux dire, quand on voit des gens, des intellectuels nous comparer aux frères musulmans, une association islamiste, à une association terroriste, je me dis, mais il y a un vrai problème chez nos intellectuels et chez nos philosophes français. Enfin, ils sont vraiment à côté de la plaque et ils ont une haine, mais viscérale, certains contre les musulmans ou tout ce qui s'apparente de près ou de loin à l'islam. Et que du coup, nous, vu qu'en plus on est des femmes, vu qu'on est musulmanes, on est encore beaucoup plus facilement... touchée par ces discours. Un an après la fondation de La Lab, vous avez l'impression que les choses avancent ou qu'elles empirent? En fait, un peu des deux, c'est-à-dire que de voir toutes ces violences, donc qui a été les 3 campagnes de cyberharcèlement, de voir le compte en banque qui nous a été fermé, de voir que quand on a voulu créer un festival dans une très grande salle parisienne, les questions qu'on nous pose sont tout le temps en fait éminemment, mais vraiment racistes, sexistes. Et, en fait, on passe notre temps à devoir montrer patte blanche. Du coup, je me rappelle pour cette salle, le directeur qui me disait pouvez-vous m'assurer que toutes les intervenantes sont bien républicaines et laïques? Je me disais, mais est-ce qu'on pose cette question à d'autres gens qui font un festival ou c'est que nous, parce qu'on est des femmes musulmanes? Ils nous avaient demandé combien de femmes voilées se représentent. Et évidemment, on s'amuse à noter les gens voilés ou pas. Ils nous avaient demandé si on allait vendre des niqabs. Et là, tu te dis, waouh, comment t'es passé d'une association féministe à le mec a entendu femme musulmane et il m'a sorti tous ces clichés, mais vraiment de façon répondait à mes questions. C'est vraiment des questions importantes et tout. Mais on est tout le temps dans ce côté très pédagogique, mais c'est vraiment fatigant. Fatigant, ouais. Et presque le truc qui rassure, et ça me rend tellement triste, c'est de voir, par exemple, quand ils voient Justine, quoi. Les gens disent c'est cool que vous soyez là. Une blanche pas musulmane. J'ai cru que c'était une association communautariste, nanana. Incroyable. Et là, je me dis, waouh, ils ont besoin de voir une Justine, une Laura, ou pour être rassurés. Pour se détendre. Ouais, et que nous, notre discours, tout ce qu'on est en train de construire, tout ce qu'on a vraiment fait en 1 an, ça ne suffit pas en fait. Ça ne suffit pas, il faut qu'on se fasse valider par des personnes non musulmanes pour dire c'est bon, si elles ont dit que c'était ok, ça veut dire que ça va, elles sont pas si graves. Donc ça a été vraiment ce côté où pendant du coup là 1 an et demi, vraiment aucune activité n'a été faite sans violence. Même on a eu beaucoup de couverture médiatique et certaines questions sont difficiles même. Enfin, moi, quand la moitié des interviews finissent par « Et du coup, votre père, qu'est-ce qu'il pense de votre féminisme? Ça n'a pas dû être facile pour lui, il a dû... » T'es là genre non, ça va très bien en fait, c'est mon premier soutien, mon père est grave à fond derrière La Lab, et ils sont dégoûtés. Franchement, je vois leur mou en mode ah mince, je pensais pouvoir raconter un truc croustillant. Il n'y a pas une petite histoire d'oppression. C'est ça. Plus j'ai pas de frère, donc les pauvres ils sont dégoûtés. Il n'y a pas de mec qui m'a. Donc ça a été, tout le temps un peu ces remarques à chaque fois. Pas super. Et puis même des fois on avait une très grande radio, je me rappelle, j'avais envoyé un bout du teaser de mon documentaire, il faisait la promo et c'était Asma Lamrabet qui parlait, qui m'avait dit mais elle parle trop bien français. Vous n'avez pas plutôt une femme avec un accent pour que les auditeurs comprennent que c'est une femme musulmane qui parle? Waouh. Et ça, c'est vraiment une des plus grandes radios françaises. Et du coup, tu te dis, waouh, ils sont vraiment... C'est immense intellectuel. Mais vraiment, mais super intellectuel. C'est le gros stéréotype de la petite gauche, qui
qui pense bien faire, mais qui te pose des questions. Donc, genre, chaque fois, je suis là, genre, mais elle se rend compte de la violence qu'elle est en train de dire, quoi. Après, on a aussi créé tellement de choses positives. Enfin, je veux dire, d'avoir en même pas un an plus de 250 bénévoles qui nous ont rejoints, qui vraiment croient en notre mission. Là, on a encore beaucoup plus de gens qui se sont inscrits pour cette année, donc on sait même pas comment on va faire pour gérer toute cette belle famille. Donc, on est aussi... pu faire entendre nos voix dans des lieux, aussi bien à la télévision face à Manuel Valls, dans des projections de débat. On a fait plus de 60 projections de débat dans des mairies, dans des maisons de quartier, dans des écoles, dans les plus grandes universités, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. On a été invités dans des lieux où on s'imagine pas pouvoir du tout aborder ces questions et où on avait des salles pleines de 300 personnes venues voir notre documentaire, venues nous écouter, avoir des débats mais super intéressants, mais vraiment à chaque fois. Et là, je me dis, là, on est en train de faire changer les choses. Quand je vois que plein de féministes nous écrivent en nous disant, grâce à la Lab, j'ai compris qu'en fait... c'est vrai que j'avais énormément de clichés sur les femmes musulmanes. Ça nous fait un bien fou. Quand on voit que même des organisations aujourd'hui, nous soutiennent, sont à nos côtés. Comme le planning familial, par exemple, qui a manifesté du soutien. C'est énorme. T'imagines, c'est juste énorme pour nous de se dire, waouh, aujourd'hui... Christine Delphi qui a fondé le MLF. C'est juste super beau de se dire, là, en fait, ça va plus loin. On peut vraiment créer des ponts, on peut vraiment créer justement cette sororité, même entre différents milieux féministes où, moi, j'avais aussi créé la Lab parce que j'avais des problèmes avec beaucoup de féministes, de se dire qu'en fait, c'est possible de créer des ponts, c'est possible de créer des dialogues, qu'on a été invité par plein d'associations féministes où, on s'entendait pas forcément sur tout, mais qu'en fait, il y a des ponts qui se créent, qu'on se dit parfois c'est juste qu'on plante des graines et qu'ensuite au fur et à mesure les choses vont changer avec des lectures, des rencontres ou autres. Ça c'est trop beau. Mais ce que ça montre aussi, c'est que toutes ces campagnes de harcèlement que vous subissez, je pense que le pire poison qu'elle distille, c'est de la fausse information, en fait. Et les gens vont se fier à ce qu'ils vont lire sur un tweet qui passe, qui est absolument infondé, avec 3 pauvres cap screen bricolés pour prouver je sais pas quoi, plutôt que d'aller voir votre site, plutôt que d'aller regarder votre documentaire. Des gens qui croient qu'il y a quelque chose d'obscur, alors qu'au fond, quand on regarde votre démarche au Maroc, vous allez rencontrer des femmes qui ont créé des associations pour les mères célibataires, par exemple. On comprend très bien qu'elle n'est pas autre chose que féministe et humaniste, votre démarche. Ce que ça montre, c'est qu'au fond, il faut juste savoir s'informer correctement, peut-être. Ouais. Et venir voir par soi-même. Nous, on a eu vraiment beaucoup de personnes. Par exemple, pour notre festival, notre premier festival féministe qu'on a organisé en mai dernier pour nos 1 an, on avait plus de 500 personnes qui sont venues. C'était juste incroyable. Il s'est passé quelque chose ce jour-là où on a reçu tellement de mails de soutien et de personnes, même pas forcément des femmes musulmanes. Beaucoup de femmes musulmanes, évidemment, ça leur a fait un bien fou d'être pendant une journée, avoir vraiment un vrai moment de sororité, un vrai beau moment où on s'accepte toutes les unes et les autres comme on est. Mais d'avoir toutes ces personnes, même plein d'hommes, des personnes non concernées qui nous ont dit mais j'ai tellement appris grâce à tous ces modèles de femmes que vous nous avez montrés. C'est trop beau et c'est cette vision aussi du féminisme qu'on veut. Et on a plein de gens qui nous disaient j'étais pas du tout, je me qualifiais pas comme féministe, pas du tout des femmes musulmanes, qui me disaient grâce à vous je me qualifie comme féministe. Je me dis mais dis donc qu'il aurait fallu des femmes musulmanes pour que ces personnes se disent ça. Ça me fait halluciner, mais du coup il y a vraiment plein de belles choses qui se sont créées, plein de beaux rendez-vous, plein de beaux moments, plein de rencontres. Et j'espère que on va continuer ainsi à toujours créer, produire et célébrer toutes ces femmes qu'on ne célèbre jamais et qui sont là et qui font avancer les choses et qui doivent être des modèles aussi pour plein d'autres, des femmes musulmanes comme des femmes non musulmanes et comme même des hommes. Ça évoque quoi pour vous la poudre ? Alors ça évoque plein de choses, c'est trop bizarre, ça évoque beaucoup de douceur, mais du coup j'ai des images trop bizarres de poudre de maquillage ou de poudre pour bébé qu'on doit mettre sur les fesses, et en même temps d'un truc un peu complètement explosif. Donc je suis un peu je pense que c'est ça aussi notre interview, c'est beaucoup de douceur et en même temps on aborde des sujets qui peuvent être parfois un peu explosifs pour certains, donc ça me fait penser à tout ça, la poudre. Merci beaucoup Sarah Zouak. Merci. Merci à Sarah Zouak d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes.
Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Zisla Tortello. À la programmation, Laura Cuissard. Au mixage, Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. À très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour, que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604, celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood, flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Teller. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code La Poudre, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.